Bon, c'est pas grave. On va poser des questions. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une radio là. Il faut payer les droits, il faut respecter. Donc, c'est pas grave. Allô, C'est pas grave. vous m'entendez là? Cynthia, je crois qu'on va commencer la conférence, la présentation de mon livre. Mais on entend les gens. J'espère que vous m'entendrez. Vous m'entendez assez bien là? Oui, impeccable. Ce livre que nous présentons ce soir, ce livre, c'est la 3e édition. J'ai fait 2 éditions à compte d'auteur et ces 2 premières éditions à compte d'auteur, je les ai présentées différemment de la présentation que vous avez au dos de ce livre. J'ai dit dans cette première édition de 2011 et 2012, car c'est la même édition qui portait le nom de édition Léal Désir, qui est le blason de la famille de Montbrison, ça veut dire Loyal Désir. J'ai dit au dos de mon première édition, il faut lire ce livre si on est jeune, pour nourrir sa soif d'aventure, en découvrir les risques, et aussi pour mieux comprendre le devoir et la joie de bâtir avec les hommes de bonne volonté une entreprise, un pays. Il faut lire ce livre l'âge venu pour se souvenir combien en sa vie il y eut de miracles. Il faut lire ce livre si plein de miracles qui ont donné à l'auteur tant d'enthousiasme et juste un peu plus. Ça, c'était la première édition. Dans les 2 livres, à l'entrée du livre, j'ai tenu à mettre « Tu n'es pas tenu de réussir, mais tu te dois d'entreprendre ». Cette phrase qui est de Pirkei Avot, du judaïsme, apprend aux hommes que ce n'est pas l'argent qui compte, on ne vous demande pas de réussir, mais si quand vous démarrez, vous ratez, il faut toujours recommencer et entreprendre. C'est un peu l'esprit des États-Unis. Alors qu'en France, quand vous ne réussissez pas et que vous avez une faillite, c'est une vraie catastrophe. Vous ne représentez plus rien. Et il faut donner à la jeunesse, aux êtres humains qui entreprennent leur vie, cet esprit d'entreprise. Ensuite, j'ai mis en exergue à l'entrée de mon livre celui-ci, qui se donne à l'histoire, ne se donne à rien, et à son tour n'est rien, mais qui se donne au temps de sa vie, à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et en reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. C'est une phrase d'Albert Camus dans L'homme révolté. Et ça s'applique tellement bien à ce que nous vivons aujourd'hui. Qui se donne à l'histoire? C'est exactement ce que fait Daesh, les gens qui ont massacré les Français l'autre jour, et aujourd'hui, ce matin encore. Ces gens, ils se donnent à l'histoire, ils veulent être connus dans l'histoire, mais ils ne se donnent pas au temps de la vie, à la maison qu'ils défendent. Ils ne défendent aucune maison, aucun. Nous sommes ceux qui défendons l'histoire, qui défendons la maison, la dignité des vivants. Et si aujourd'hui nous sommes peu nombreux, on sait pourquoi. C'est pas parce que les Français ont peur, certainement pas. Mais je pense que nous sommes privilégiés d'être réunis et surtout de voir que nous sommes tous plus ou moins des gens assez âgés. Ce livre est fait surtout pour les jeunes générations, parce qu'il montre
courage, ce qu'il faut pour avancer dans la vie, mais ce juste un peu plus. Chacun de vous, en m'écoutant tout à l'heure, vous allez à la fois revivre une partie de votre vie, car vie d'un homme d'hier, aujourd'hui, tout ce qui est ma vie de l'homme d'hier, vous allez le partager en y mettant, en m'écoutant, ce juste un peu plus que vous avez chacun en vous, que malheureusement ne me donne pas le temps de vous interroger les uns après les autres, car vous avez certainement des richesses à m'apporter. Moi, je vous apporte ce que je pense être une richesse. Vous allez y mettre votre juste un peu plus au fur et à mesure que je vais vous parler des années de ma vie. Je crois qu'aucun de vous n'a, dans les 80 ans, moi j'ai 86 ans, mais après, quand vous sentirez que c'est dans votre vie, vous serez, je pense, heureux de revivre des moments de votre vie. Et j'espère que ensemble, vous aurez envie, sinon d'acheter le livre pour vous, que vous aurez envie de voir que c'est une richesse à donner à vos enfants, à Noël ou dans les fêtes d'anniversaire, car c'est en pensant à eux que j'ai écrit ce livre, car j'ai été vraiment un privilégié, d'abord par ma naissance, et ensuite par la chance que j'ai eue d'avoir deux demi-frères, l'un qui était au Maroc et l'autre au Congo, qui m'ont tout de suite pris dans leurs affaires, et ce qui m'a permis très facilement de découvrir l'Afrique, de découvrir les pays arabes au Maroc, et ensuite être poussé, parce que ma mère est née juive, pas du tout religieuse juive, elle a été élevée dans aucune autre religion avant d'épouser mon père. Nous sommes une grande famille protestante, elle est devenue protestante, mais du fait qu'elle était juive et qu'elle a dû porter l'étoile pendant la guerre, moi, ça m'a tout naturellement porté à aller vers Israël et de découvrir Israël comme je vais vous en parler. Voilà l'essence de mon livre. Donc, je suis né d'une famille à la fois du côté paternel, un père protestant d'une grande famille gasconne protestante qui a dû renoncer au protestantisme à la révocation de l'édit de Nantes. Ils étaient parmi les premiers pasteurs de Gascogne à lutter contre le Vatican, en tout cas, c'était pas une lutte, c'était à ne pas accepter l'Église catholique, avoir autour d'eux des ouvriers protestants dans les fermes du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, et ils ont dû se mettre à genoux et demander pardon au Vatican d'avoir osé entrer dans l'Église réformée. Une partie sont partis en Hollande et d'autres sont devenus plus ou moins catholiques pour être vivants, pour ne pas finir aux galères et être pendus. Et ça a créé forcément dans l'état de la famille un goût de courage et forcément c'est tout naturellement que revenant après les combats de Louis XIV et Louis XV, rentrer au service des rois de France dans l'Église catholique et d'être mousquetaire des rois de France et conseiller. Il se trouve que dans le livre que j'ai écrit, je ne vais pas simplement raconter des faits, vous allez suivre les faits de ma vie, mais ce que je voudrais, c'est que vous receviez les messages que dans ce livre j'essaie de faire passer. C'est le côté spirituel, c'est le côté secret de chacune de nos vies qui fait qu'on ne sait pas pourquoi on est protégé, on ne sait pas pourquoi on rencontre tel ou tel, car c'est un livre de rencontres exceptionnelles à tous les niveaux, depuis les gens les plus simples jusqu'aux personnes les plus responsables des États. Il se trouve que, comme ça, je vais vous donner rapidement un exemple. Il s'est trouvé que je me suis trouvé propriétaire du domaine de Montbrison et que mon cousin qui m'a vendu la propriété m'a laissé toute sa bibliothèque. J'ai vendu toute la bibliothèque qui était pleine de livres de guerre et ça ne m'intéressait pas.
Et en allant les vendre, je suis allé dans des librairies, chez les libraires, et je vais trouver un vieux libraire qui m'aidait, en plus il était antiquaire. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve un livre, les hauts faits historiques de ce qui s'est passé pendant le siège de La Rochelle. Qu'est-ce que vous voulez? L'histoire de La Rochelle pour un protestant, c'est très important. J'achète le livre au milieu de milliers de livres. Je trouve au milieu de milliers de livres dans sa bibliothèque, je trouve juste ce livre-là. Comment Montbrison trouve ce livre? Il le trouve, il l'ouvre, et à la page, je l'ai à la page 110, octobre 1627, c'est marqué, le journal des choses les plus mémorables qui se sont passées au dernier siège de La Rochelle. Et je lis, le lendemain, le capitaine Lacave. Capitaine Lacave, c'est la famille de Montbrison, on s'appelle Christian de Montbrison, de Montagnac en Condemnois, seigneur de la Cave et de Combray. Et la Cave, c'est une petite bout de terrain qui se trouve près de Agen, au bord de la Garonne. Et donc il existe toujours, il y a même la maison qui appartient à un ancien entrepreneur d'Algérie qui a acheté la maison de nos ancêtres, des conquérés de Montbrison. Le lendemain, le capitaine Lacave retourna de la rivière de Garonne qui fit courir le bruit qu'il avait laissé 300 ou 400 bateaux tout prêts à faire une descente, ce qui fit encore augmenter l'épouvante. Imaginez, j'ai un ancêtre qui a foutu la trouille d'épouvante au roi de France à Richelieu, simplement en faisant courir le bruit qu'il allait venir faire une descente. C'est quand même extraordinaire. Il n'y avait que des chevaux à l'époque. C'est un type à cheval qui est arrivé à l'armée du roi en disant « Attention, si Montbrison arrive, vous êtes foutus ». C'est quand même extraordinaire. J'aurais bien voulu avoir ce pouvoir aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement français. Mais c'est comme ça. C'est pour vous dire que quand on a ça dans le sang, on n'y peut rien. On sort rapidement son épée pour guerroyer. Mais avouez que quand même, dès le départ de mon entretien, je veux que vous sachiez et que vous pensiez, c'est quand même extraordinaire que je suis le seul dans tout le Tarn-et-Garonne à être attaché à ce livre que j'ai à la maison encore aujourd'hui. Comment se fait-il que j'ai été guidé vers le livre, que j'ai ouvert le livre et que j'ai trouvé que ça correspondait à un de mes ancêtres? C'est quand même incroyable. C'est la même chose dans ma vie. J'ai rencontré un ami qui m'a aidé à faire ce livre, qui est écrivain, et qui m'a empêché de mettre des adjectifs extraordinaires, c'est-à-dire qu'il a rayé tous mes adjectifs que je mettais pour rendre le livre plus lisible. Eh bien, il me dit un jour, je vais écrire un livre sur quelqu'un que tu ne connais pas, qui était à l'époque de Montesquieu, faisait un livre sur la politique, etc. Et c'est à Bordeaux que je peux trouver à Bordeaux les papiers écrits par l'époque de Montesquieu. Et il m'envoie une fiche, un paquet de textes sur l'agriculture. Il me dit, moi je connais rien en agriculture. Comme il voulait démontrer que le tabac, il fallait le cultiver, il fallait faire du tabac, etc. Moi je n'y connais rien, lis ça et dis-moi ce que tu en penses. Je lis, je découvre que c'est un cousin de ma famille dont une tombe dans le cimetière protestant, il s'appelait pas de Montbrison, il s'appelait un autre nom qui ne me vient pas à l'esprit, mais il est dans la tombe du cimetière de la famille, un de ses enfants, et je lis et je découvre en post-scriptum, en bas du livre, du texte, référence livre de Monsieur G sur le tabac. G, c'est qui? C'est un ancêtre de mon épouse. C'est quand même incroyable.
Vous comprenez? Des choses comme ça, dans votre vie, ça vous marque. On se demande pour quelles raisons des choses comme ça arrivent. Et il se trouve que, bon, je vais finir l'origine de ma famille. Ma mère était donc juive, mais sa mère était une Warszawski, de la grande famille Warszawski de Saint-Pétersbourg, juifs, qui ont été les fondateurs de la communauté juive de Varsovie, de Saint-Pétersbourg, avec la famille Hirsch et le baron de Gainsbourg. Et ils étaient des fondateurs du chemin de fer russe, parce qu'ils étaient conseillers du tsar, et ils étaient de cette bourgeoisie juive qui avaient le droit d'être considérés comme des citoyens juifs. Ils payaient pour, ils avaient un énorme avis signé par le tsar disant « nous nous reconnaissons comme citoyens russes ». Et donc, il se trouve que ces cousins, cette famille Warszawski a créé les chemins de fer russes et qui ont ruiné nombre de Français, parce que quand les bolcheviks sont arrivés, toutes ces choses-là étaient prises par les bolcheviks. Et donc, mais j'ai quand même cette fierté de savoir que dans mes ancêtres, on a été les fondateurs des chemins de fer russes. Et ma grand-mère, donc, se trouvait en France à l'arrivée des Allemands. Nous étions tous à Arcachon avec ma mère et mes sœurs et frères. Nous étions 6 enfants, dont les 2 aînés, les demi-frères, sont partis rejoindre De Gaulle au Maroc. Et nous nous sommes trouvés à Arcachon, pris en zone occupée, dangereuse, militaire, au bord, entouré par les généraux de la Luftwaffe et les généraux du Wehrmacht, les Wehrmacht. Et quand en 1942, au mois de mai, ma mère a été obligée de porter l'étoile juive, c'était un dimanche, mais on lui a donné, elle devait à partir du lundi porter l'étoile juive, et bien l'étoile jaune, eh bien elle n'a pas accepté que cet ordre qu'elle ait à obéir à Vichy ou à Hitler, et dès le samedi, elle a porté l'étoile très fière, et nous sommes allés au temple le dimanche avec l'étoile dans laquelle, à l'église protestante, au temple protestant d'Arcachon, il y avait toujours des officiers protestants allemands qui ont été obligés d'entendre les prêches des protestants qui ne craignaient absolument pas de dire les psaumes et de leur faire comprendre que nous étions en résistance. Ce qui fait que ma mère a toujours été une résistante extraordinaire. Elle a, au moment de la prise de Dunkerque et que les Allemands sont arrivés sur Paris, ma mère a les Anglais ont été obligés d'envoyer les troupes anglaises pour sauver les Anglais qui étaient prisonniers à Bordeaux. Et ma mère voilà. Ma mère, Ian Fleming a été envoyé par les troupes, par Churchill, pour sauver les Anglais à Bordeaux. Et il se trouvait que Ian Fleming était un ami de la sœur de ma mère. Et la sœur de ma mère a envoyé un mot à Ian Fleming: tu vas chercher ma sœur, tu la ramènes
sur le bateau de l'armée anglaise pour la sauver, elle et tous ses enfants et sa mère. Et ma mère a répondu, que te dire, je suis calme, notre pauvre France est finie, espérons que nos enfants pourront la voir revivre, notre seul espoir est en vous, agissez mais agissez vite, car le succès est malsain, c'est trop vite et ne pourra durer. Ne nous jugez pas sévèrement, je crains que l'on nous oblige à vous désavouer, ne nous condamnez pas pour cela, ne nous abandonnez pas, nous sommes liés les mains et les pieds. L'amertume et démoralisation sont telles que l'esprit est mauvais. La 5e colonne a bien travaillé et les partis hitlériens français est terriblement fort. Ce sont eux que je crains si vous ne nous sauvez pas vite. Pardonnez-nous si nous sommes amers, si les sentiments anti-anglais se développent. N'y croyez surtout pas, nous sommes malades et on veut à tout le monde. Je crois pouvoir l'affirmer que ce ne sont pas les sentiments des masses, mais on nous fera croire. Défendez-nous, demandez qu'on croie encore en nous, et quelles que soient les monstruosités qu'on vous oblige de signer, l'âme française vit quand même. Une toute petite flamme, ne la laissez pas s'éteindre. Nous ne sommes pas libres, I cannot bear it, j'ai quand même de l'espoir, never say die, I am sure I could have left with your friend, but I cannot leave France and I am not afraid. I know it will be hard, but I cannot run away, and it will do us all good, I am sure. We have all been too weak and selfish and indifferent. Don't worry, please, and I say and feel sure, à bientôt. Ce sera un long au revoir. Nous aurons tous les cheveux blancs, mais nous nous reverrons, je le sais. Si cela va mal pour toi, pars loin, car alors on sera les vraies ténèbres. My love to all, etc. Pour vous dire qu'elle était extrêmement républicaine et extrêmement courageuse et qu'elle a préféré risquer, finalement sans savoir, elle risquait fort Auschwitz, mais on s'en est sorti miraculeusement. À cette époque-là, nous étions à l'école d'Arcachon et il se trouve que je rentre de l'école et je raconte à mon père ce que le professeur venait de nous dire. C'est bon que vous sachiez que quand les Allemands sont arrivés, combien la France était vraiment, l'éducation nationale était totalement pétainiste. Et mon père a pris sa plume et a écrit à la directrice cette lettre. Lycée Montaigne-Arcachon, le 20 novembre 1941. Je me vois dans Madame la directrice, je me vois dans la pénible obligation de porter à votre connaissance les faits suivants. Mon fils Christian a été fort étonné hier, mercredi, d'entendre son professeur expliquant longuement la défaite de 1939, l'imputer entièrement aux Israélites. L'enfant n'ignore pas que sa mère, bien que baptisée chrétienne, et membre, comme toute sa famille, de l'Église protestante de France, était israélite d'origine. Quelles peuvent être, devant de semblables affirmations, les pensées d'un enfant de 12 ans? Mais laissons ceci de côté. Je m'étonne tout d'abord que ce soit là un sujet de morale à traiter seulement devant une classe de 5e. Je m'élève fortement contre le caractère nettement politique, tendancieux et qui est faux, qui est plus et faux de ce genre d'enseignement, etc. C'est pour vous dire que j'avais la chance d'avoir des parents extrêmement courageux. D'ailleurs, si courageux qu'en 1937-38, au moment de la révolution d'Espagne contre Franco, c'est mon père et ma mère qui ont créé la commission Montbrison à Paris pour venir en aide aux Espagnols qui, par 500 000, sont arrivés en France et qu'on a mis dans des camps de concentration au bord de la mer, dans des conditions épouvantables, et qui ont été le départ de Gurs pour ensuite les Juifs. Et donc, il n'y avait personne, il n'y avait absolument personne, même des bateaux de réfugiés d'Espagne venus à travers le Portugal, arrivés à Arcachon,
la police avait instruction de les interdire de venir à terre. Et donc, il y avait des bateaux avec des enfants et des femmes. Mon père, nous avions une pinasse, on est parti avec du pain, du beurre, du lait, des fromages, de la nourriture et des vêtements pour venir en aide à ces Espagnols. Moi, j'avais 10 ans. Je ne peux pas l'oublier, que le gouvernement français avait interdit d'atterrir, et c'était les vacances, l'été, il y avait les gens avec les bateaux à voile qui passaient devant, ils trouvaient ça tout à fait normal. C'est pour vous dire la sauvagerie. D'ailleurs, on a vu la sauvagerie après, parce que quand on sait aujourd'hui combien de centaines de morts il y a eu dans le camp de Gurs, qui étaient des enfants, des femmes et des vieillards, gardés exclusivement par des gendarmes français, avec la Croix-Rouge française. Où était la Croix-Rouge française? Où était l'esprit de fraternité, égalité de la France de l'époque? C'est inimaginable. On comprend que c'est très facilement que les Allemands ont pu applaudir Hitler, avoir des nazis, etc., puisque les Français eux-mêmes se sont comportés comme des monstres. Les gendarmes français, que ce soit à Drancy ou que ce soit dans les camps de nombreux camps de travail des Juifs et des étrangers polonais et autres qui étaient en France en 1942, ça montre que l'humanité est vraiment... Nous pouvons ne pas être tellement fiers de nous-mêmes, de devoir donner des leçons aux autres. Et ça, quand on est passé par là, petit enfant, on se rend compte, on mesure dans sa vie combien il y a des choses à changer. En tout cas, moi, ça m'a formé. Nous avons eu la possibilité extraordinaire de nous échapper d'Arcachon. Pétain a autorisé en 1942 aux enfants, aux parents qui avaient des enfants, qui avaient des familles en zone libre, vous avez le droit de partir en zone libre si vous avez un domicile en zone libre. Ma mère en a profité pour envoyer tous ses enfants, ma mère qui pensait qu'elle allait être assassinée tôt ou tard, puisqu'elle avait l'étoile juive, elle nous a fait fuir sur la zone libre dès l'été 1942. Et à travers des amis, nous avons été envoyés au Chambon-sur-Lignon, dont vous avez entendu parler, j'imagine. Le Chambon-sur-Lignon, c'est le village protestant dans les Cévennes, et qui a sauvé facilement plusieurs 5000 juifs, et pas seulement, des Espagnols, des anti-nazis allemands, etc. Donc, à l'âge de 14 ans, je suis parti au Chambon-sur-Lignon. Et là, nous avons vécu le courage. On a compris, j'étais dans les éclaireurs unionistes, les éclaireurs protestants. On a appris la rigueur, on était tous en culotte courte dans la neige, on était tous appris à la vie dure, et les professeurs de gymnastique et les responsables du collège Sévenol, qui malheureusement aujourd'hui a fermé ses portes, avec les pasteurs de toute la région Vivarais-Lignon, ont caché des juifs partout. Et donc on était entouré de juifs sans savoir que les enfants étaient juifs. Les enfants juifs venaient au temple, chantaient les cantiques protestants, et on vivait tous ensemble. Et avec une grande fraternité, dans des maisons où chaque maison, c'était un couple qui prenait 10, 12 enfants, etc. Et les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Un jour, nous sommes en classe, et il y a un garçon qui rentre dans la classe en courant et qui dit 2 mots au professeur. Le professeur, il rentre en courant et il s'en va, en courant. Le professeur nous dit, fermez vos livres. C'était au mois de février 1943, exactement le 23 février 1943. Fermez vos livres et suivez-moi. Nous étions dans une classe d'école. L'école Sévenol, ce n'était pas un seul bâtiment. C'était des classes là où on pouvait, dans des maisons de paysans. À droite, à gauche, là c'était une classe à côté, dans le temple, derrière le service du temple. Nous, en bas du village. Nous montons avec lui, nous arrivons à la mairie. Et devant la mairie, je vois arriver de toutes les rues du village des voitures, des garçons et des filles,
de toutes les classes qui arrivent et au milieu, devant la mairie, un autobus. On entoure l'autobus. Dans l'autobus, 5 ou 6 ou 7 visages d'enfants. On voit que c'est des enfants. Ils sont dans l'autobus. On entoure ça et on demande. Tous les professeurs sont rentrés dans la mairie. Évidemment, l'autobus est gardé par des soldats français, de la garde mobile, en noir, avec un fusil. On était en zone non occupée à l'époque, en février 1943. Ah oui, en février 1943, il y avait les Allemands. Ils étaient rentrés en 1942. Donc il y avait les Allemands. C'était allemand, mais les soldats français avaient le droit d'avoir un fusil. Ils étaient les gardes mobiles à la botte de Pétain et de la milice. On entoure, et moi, qu'est-ce que je fais? Il se trouve que en 1942, au moment où ma mère nous rassemble et nous dit, mes enfants, vous allez partir en zone libre, je vous verrai, j'espère. Elle nous donne, à mon frère et moi, une plaque de chocolat. Je prends cette plaque de chocolat. On n'avait pas mangé de chocolat depuis 1941, c'était un bonheur. Mais je casse 2 petits carrés de chocolat Meunier, je les mets dans une boîte d'allumettes et je me dis, ça, il faut que je le garde si on est arrêté un jour. C'est une vision d'enfant qui se dit, il vaut mieux garder ça, on ne sait jamais, pour mon frère et moi, c'était mon trésor. Je le gardais précieusement. Et quand je suis arrivé au Chambon, c'était dans mon tiroir secret dans ma chambre. Je gardais ça précieusement. Évidemment, quand je vois cet autobus arrêté avec ses enfants dedans, je cours à ma maison d'enfants qui était pas loin de la mairie. Je me dis, pourvu que j'ai le temps, je prends la boîte que je trouve et je reviens vite vers l'autobus qui était encore là. Je me faufile entre les gendarmes et il y avait assis dans l'autobus, auprès de la porte, un garçon avec les mains sur les genoux. Je passe juste, je lui mets dans la main le truc et au moment où je le mets, le gendarme, qu'est-ce que tu fais? Pour rien, fiche le camp. Et à ce moment-là, rentre le commandant, le capitaine de gendarmerie, qui monte dans l'autobus et qui part. Tous les gens qui entouraient, il y en avait même qui s'étaient couchés devant l'autobus pour l'empêcher de partir. Tout le monde, on chante, ce n'est qu'un au revoir mes frères, et on chante la Marseillaise. L'autobus s'en va, on est persuadé qu'on ne le reverra plus, que jamais plus on le reverra. Personne de vivant de cet autobus. Le docteur Le Forestier, qui était le docteur des enfants, suit l'autobus et réussit, sans qu'on le sache, à sortir 2 enfants de l'autobus. Et les 2 enfants, l'un après l'autre, on est arrivé à les sauver, à les faire passer clandestinement en Suisse. Je ne savais pas tout ça, nous ne savions rien de tout ça. Nous, ça se passait en 1943. En 1990, on décide de réunir au Chambon tous les anciens survivants de la guerre. On les appelle en Allemagne, en Angleterre, en Israël, en Amérique, en Australie. Ils viennent de partout pour se souvenir et rendre hommage aux sauveurs. Le dernier jour, il y a des conférences, j'y viens avec mon fils, il y a des conférences pendant 3-4 jours. Le dernier jour, la ville de Chambon-sur-Lignon nous dit « Vous êtes invités à dîner, c'est le dernier soir, tout le monde ensemble, c'est un dîner gratuit, allez dans 3 maisons ouvertes et dîner. » Je suis avec mon fils, j'arrive un peu tard dans une maison, la mienne était là où j'étais, était fermée. On nous dit 3 maisons, on va dans une. J'arrive avec mon fils en retard, tout le monde était assis, une grande table de 40 couverts, facile. Tout le monde était assis, il n'y avait pas de place, sauf 2. On dit, vous avez de la chance, il reste 2 places. Je m'assis ici à côté de mon fils, et en face de moi, j'ai un couple, et tout ça, c'était plein de juifs qui revenaient du monde entier. Et je dis, comment tu t'appelles? Moi, je suis avec mon fils, David, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Jack, et elle s'appelle Eva. On est en Amérique, on s'est sauvés. Je lui dis, mais comment, quels sont tes meilleurs souvenirs du Chambon? La gare, ça te dit quelque chose? Moi, ma maison était juste en face de la gare.
Il dit oui, la gare, bien sûr, ça me dit quelque chose. C'est là qu'on m'a attrapé quand j'étais caché. Et je lui dis, et la mairie, tu connais? Oh ben, la mairie, bien sûr, je connais. J'étais dans l'autobus en face de la mairie. Je lui dis, comment tu étais dans l'autobus? Il me dit, oui, j'étais dans l'autobus et tu sais, depuis ces années-là, je me dis, est-ce qu'un jour je pourrais retrouver l'enfant qui m'a mis dans ma main une boîte d'allumettes et qui était un chocolat dedans? C'est le dernier souvenir de ma mère. Quand elle m'a quitté à Berlin, elle m'a donné un morceau de chocolat et j'ai pleuré. Moi, je lui réponds, celui qui est en face de toi, qui parle, c'est moi. C'est moi qui ai mis le jour. Comment vous pouvez expliquer qu'après tant d'années, j'ai eu l'idée de garder cette boîte de chocolat, que je suis allé la chercher, je l'ai apportée à cet homme, et que 46 ans après, on se retrouve, et qu'il se trouve, alors que j'aurais pu m'asseoir là, avec quelqu'un d'autre, jamais on n'aurait su qu'ils étaient vivants, personne n'aurait su d'ailleurs, aucun historien ne savait, dans aucun historien, il y a l'histoire du 23 février. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas vécu ce 23 février. Les historiens, grâce à mon texte, parce qu'il se trouve que ce soir-là, ma sœur a écrit à ma mère avec la date du 23 février, aujourd'hui, l'autobus est venu et a emmené les enfants. Si on n'avait pas eu cette lettre de ma sœur, jamais il n'y avait aucune trace du 23 février. Donc vous voyez, ces choses-là, c'est ça que j'aimerais que vous reteniez de notre entretien d'aujourd'hui, de ma présentation, c'est le nombre de fois dans nos vies où ce n'est pas des hasards, on est guidé, il y a une sorte de destinée qui fait que, par exemple, la destinée d'aujourd'hui des Français de Paris qui sont morts vendredi, c'est une destinée totalement différente à la destinée de gens qui montent qui traversent la rue, qui se font écraser. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une destinée globale d'État. Si vous voulez, la destinée qu'avaient les Juifs pendant la guerre, pendant l'occupation, qui se promenaient dans la rue avec l'étoile. Ils se regardaient, ils se disaient, on est dans la même destinée. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on est frères. Aujourd'hui, tous les Français, maintenant qui marchent dans la rue, on peut se regarder, on est frères comme étaient les Juifs en 1942-43, parce que nous sommes tous menacés par la même fléau de l'horreur. Et c'est très différent la mentalité que nous avons aujourd'hui, c'est très différent de celle qu'on avait avant vendredi, où chacun pouvait se dire, bon, ben, j'étais dans le train qui a déraillé, ma cousine est morte, etc. Aujourd'hui, on est tous marqués parce que Français en guerre. Et ça, c'est pendant la guerre de 39-40-44, il y en avait qui ne se sentaient pas du tout en guerre, ils étaient totalement indifférents. Aujourd'hui, aucun de nous ne peut être indifférent. Alors que moi j'ai vécu pendant toute la guerre dans une France d'indifférents où la résistance était minime, absolument minime. Et sans la résistance, on ne serait pas arrivé à ce qu'on est arrivé. Les quelques résistants français ont permis aux armées, aux alliés, de réussir ce qui a été tellement difficile. Mais vous voyez, moi je porte en moi cette réflexion que, à l'époque de mon enfance, jusqu'à, je sais pas, les dernières 40 années, la France était religieuse. La France était catholique. La France était fille aînée de l'Église. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de processions qu'il y avait tout le temps. Pendant toute l'occupation allemande, il y avait des processions et les Allemands nous laissaient faire. Il y avait les processions catholiques, surtout à Bayonne, on apportait des saints qui disaient la sainte a dit qu'il faut se battre contre les communistes, elle a parlé, etc. Et c'est comme ça que des troupes
des quantités de catholiques français sont rentrés dans l'armée allemande avec l'uniforme allemand pour se battre contre le communisme, avec les traîtres qui les poussaient, etc. Le monde a complètement changé. Je ne sais pas si je vous choque, c'est pas parce que je suis protestant, je ne suis pas anti-catholique, mais mon père était un des premiers créateurs de l'œcuménisme. Mais c'est pour vous dire que le monde a complètement changé. Aujourd'hui, la France est laïque. Il y a beaucoup de moins de gens pour être prêtres dans les écoles, dans les églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques. Il y a beaucoup de laïcisme. La République est laïque pour être plus forte. Et les religions ont enfin compris qu'ils ne détenaient pas la vérité. Et ce changement est considérable dans l'esprit des gens. Je crois qu'aujourd'hui, grâce à le chose du Vatican II, a changé complètement la vision du catholicisme. Aujourd'hui, les religions chrétiennes et musulmanes normales, pas les cinglés musulmans, les normales, ils sont arrivés vraiment à une fraternité, à une compréhension mutuelle. Moi, je fais partie de la fraternité d'Abraham, où il y a tous ceux qui sont protestants, musulmans, orthodoxes, catholiques, etc., ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est ça qui va changer le monde. C'est cette volonté d'arrêter l'hégémonie des uns sur les autres. Le pape actuel a enfin compris, et c'est la première fois qu'il y a un pape qui a compris ça, parce qu'il a vécu vraiment beaucoup avec les pauvres au Brésil. Et donc tout ça, ça change beaucoup de choses. Donc on vit dans une époque d'espérance, et je dois dire que c'est pas tout à fait le but de ma présentation. Je vois que c'est pas ça, que vous ne savez pas grand-chose sur ma vie avec tout ça. Je voulais vous dire que donc je suis parti faire mon service militaire pour ne pas le faire en France. Je suis parti chez mon frère au Maroc, où j'ai découvert le musulman. J'ai fait mon service militaire en Algérie, au premier chasseur d'Afrique, au Maroc, et ensuite en Algérie. Et d'Algérie, à la fin de mon service militaire, je suis devenu berger de moutons sur les hauts plateaux algériens, donc j'ai connu la vie du désert. Et je voulais vous montrer, vous lire une phrase du désert. J'ai marqué ça, le désert, exprès. Je vous lis. Je voulais aller voir la Gouate. Je voulais voir El Oued, le village d'El Oued. De la Gouate, j'ai pris le car pour El Oued, très proche de la frontière de Tunisie. Le désert, et encore le désert. Plat, plat, plat à l'infini. Après une heure ou deux de route rectiligne, le car s'arrête en plein désert. Il n'y a rien, ni à gauche, ni à droite, pas même un abri, une cabane, ce qui s'appelle rien. Le goudron noir qui s'allonge entre les couches de sable. Mais si il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, assis par terre, à 1 mètre de la route, enveloppé dans sa djellaba et le turban sur la tête, un arabe fait chauffer le thé dans une vieille théière. Est-ce pour lui? Le chauffeur du car s'est arrêté. Le car s'est vidé et le petit verre de thé passe de main en main, de bouche en bouche, et chacun servi, le car repart, laissant là l'homme et sa théière qui vient d'on ne sait où, qui est on ne sait qui sinon qu'il est la vie, l'humanité, l'humilité, et mieux qu'au fronton de nos écoles, la fraternité, et juste un peu plus. Ça, c'est les pays musulmans naturels d'autrefois. Et ça, je tenais à le mettre, je tenais à le dire, parce que c'est quand même extrêmement émouvant, extrêmement beau. Je tenais aussi à vous dire que j'ai été formé dans ma vie
avant d'aller au service militaire, par une école, deux écoles. L'école du Chambon-Solignon, dont je vous ai parlé, qui m'a appris le courage, et puis l'école des Roches, repliée à Maslac, où le directeur, M. Charlier, André Charlier, m'a formé comme il a formé de quantité de jeunes responsables aujourd'hui en France. Et cet homme remarquable, très catholique, qui était le directeur de l'école des riches, parce que l'école de Verneuil, l'école des Roches, c'est l'école des riches, qui était à Verneuil, en Normandie, qui a été transformée en prison quand les Allemands sont arrivés, et en zone militaire. Cet homme, Charlier, était un ami de Peggy, était un amoureux de Peggy, un connaisseur tellement grand de ce qu'est la France. Il nous a appris à devenir des hommes. Et je vais vous lire rapidement, il a écrit « Lettre au capitaine ». Moi j'étais capitaine et ensuite capitaine général, c'est-à-dire j'étais au grade le plus haut de responsable des enfants. Chaque capitaine était responsable d'une chambre avec une dizaine d'enfants, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, jusqu'au bac. Et le capitaine général coiffait le tout, et à la fin, j'étais le capitaine général, donc le plus proche de Charlier. Et je vais vous dire, j'étais donc très lié à lui, et j'ai passé j'ai été privilégié au maximum. Votre travail scolaire peut être pour vous une source infinie et de découverte. Il vous faudrait seulement une volonté plus énergique de vaincre une difficulté d'ordre intellectuel. Les difficultés de cet ordre-là ne sont pas moins importantes que celles que vous aurez à vaincre dans la vie. Votre qualité d'homme d'action dépendra de la trempe de votre esprit. On ne peut pas être un homme si on ne réussit pas à tirer de soi ce qu'on est, à donner de soi tout ce qu'on a. Si on n'a pas cette souveraine exigence, on n'entrera jamais dans la réalité de l'homme, car vous n'existez pas si vous ne consentez pas à revêtir la forme parfaite qui vous est propre et pour laquelle vous avez été créé. Encore. Pour la plupart, tout vous a été donné à votre berceau. On était tous des riches. Vous appartenez à un siècle où l'homme a développé d'une façon extraordinaire son empire sur les choses et en a tiré des jouissances jusque-là inconnues. Aussi, il se crée sans cesse à lui-même des besoins qu'il n'avait pas auparavant. Et ces besoins ne sont pas tous essentiels à l'homme, il s'en faut. Car ceux qui sont essentiels, ce sont ceux qui répondent aux exigences profondes de l'âme et de l'esprit. Et vous, parce que vous avez la richesse, vous êtes les plus encombrés des hommes et les moins simples. Mais vous êtes en même temps les plus pauvres parce que vous êtes réduits à tirer de l'extérieur de quoi remplir votre vie. Un homme vrai est un homme qui n'a pas de besoin, c'est-à-dire qui est capable de tout tirer de lui-même. La richesse vous permet d'emprunter au dehors alors que vous ne prenez pas la peine de descendre en vous-même et vous risquez d'ignorer à jamais votre propre trésor. C'est extraordinaire. À 15, 16, 18 ans, entendre des paroles pareilles, ça fait un homme, je vous assure. Et j'en arrive à l'essentiel. Le but de vos études n'est pas d'entasser dans vos esprits une certaine somme de notions, mais de vous faire pénétrer profondément dans la vie de la pensée, de vous apprendre à penser. Or, ce n'est pas autrement que par votre travail scolaire que vous y parviendrez. Les premiers obstacles vous arrêtent. Il faut vouloir les vaincre. Et alors vous toucherez les grandes beautés. Les chinoiseries de la syntaxe latine vous assomment, mais au bout, il y a Virgile, il y a Tacite. L'histoire, avec cette complexité si grande des faits et cette chronologie implacable, vous paraît un détail fastidieux. Pourtant, elle est aussi passionnante que le plus beau des romans,
car elle déroule à vos yeux le drame de l'humanité en marche, à travers le temps, vers sa destinée éternelle. Et encore, si la faculté d'admirer était vive en vous, vous passeriez à travers tout ce que le travail scolaire offre d'ennuyeux pour atteindre la substance des choses, parce que vous auriez l'enthousiasme de la découverte. Et voilà. Enfin, il faut quand même que je vous dise les dernières phrases qu'il nous a données. C'est ce qui manque aux professeurs d'aujourd'hui. Il est primordial que vous soyez d'abord des hommes énergiques, droits, loyaux, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont décidés à se donner totalement, généreusement à leur tâche. La formation que vous recevez n'a pas d'autre but que de construire cette base première sans laquelle vous ne pouvez pas être des hommes. Il ne suffit pas que vous soyez des hommes de bonne volonté. D'ailleurs, vous allez entrer dans la vie à une époque où il devient de plus en plus clair que toutes les luttes humaines se ramènent au fond au grand combat que tout homme doit livrer pour la vérité. C'est peut-être votre chance que ces luttes soient devenues terriblement exigeantes et qu'il ne soit plus possible de ne pas prendre parti. Voilà. Enfin, prenez la vie au pied de la lettre comme une grande aventure où il dépend de nous que les événements les plus minces soient chargés de sens, car cette fois c'est vous qui écrivez le texte et n'oubliez pas que c'est aussi un texte sacré. Voilà, ça c'était Charlier qui m'a appris tant de choses et je suis parti grâce à mes frères, le deuxième frère qui était au Congo, fatigué de la guerre, d'avoir vu toutes les horreurs de la guerre. Un frère est parti au Maroc, il a créé son affaire au Maroc, elle est tellement belle que le roi du Maroc a trouvé que c'était la plus belle maison mon frère avait construite au Maroc, et c'est la maison aujourd'hui préférée du roi du Maroc, c'est la maison de mon frère, à Salé. Donc c'est quand même quelque chose d'avoir eu un frère qui m'a reçu au Maroc, dans la plus belle maison du Maroc. Et donc, je suis parti au Congo, et là j'ai bâti avec mon frère la première affaire de pêche en Afrique noire de l'Ouest. Et il s'est trouvé que comme nous faisions des constructions, l'entreprise avec la nôtre participaient à la bâtir la basilique Sainte-Anne du Congo. Et je vais vous dire comment c'est passé. J'ai assisté à la construction de cette merveille de briques et de béton. J'ai assisté aux visites de l'évêque de Brazzaville à la direction de l'EFIAC, c'était notre société. Mais nous savions de bon cœur qu'un de nos camions qui travaillait sur le chantier de la basilique prenait à l'œil dans nos stocks des sacs de ciment et des briques. C'est ce qu'ils faisaient partout. On livrait les briques et le ciment gratuitement pour construire la cathédrale, l'église de... C'est ainsi que fut bâtie en peu de temps cette basilique. Et pour la première messe, lorsqu'il s'est agi d'y apporter la pierre de l'autel, ce fut un événement extraordinaire auquel participa la totalité de la population de Brazzaville, toutes religions confondues, en un élan spirituel, fraternel et naturel d'une puissance qu'aucun témoin ne pourra jamais oublier. Cette pierre magnifique, posée sur un immense char, fut extraite et taillée non loin des chutes de Djoué, affluent du Congo. Et c'est là qu'un jour mémorable, au coucher du soleil,
des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, noirs et blancs, pieds nus ou pas, aux vêtements multicolores, sont venus participer à cette fabuleuse procession du transport à bras d'hommes tirant à pied ce char portant la pierre d'autel à la basilique depuis le Jouet. Et dans le crépuscule, sous les manguiers géants et les palmiers bordant le chemin, toutes les mélopées, les chants, les cantiques des humains, depuis Moïse et les pharaons, montaient au ciel au rythme de nos pas, au rythme des tam-tams, au rythme des applaudissements, cantiques protestants des missions évangéliques et ou baptistes, chorales des missions catholiques, chants grégoriens, danses africaines, et puis, après le passage des vols des perroquets regagnant leur nid depuis l'île Bamou, la nuit tombant sur le cortège, les torches, l'une après l'autre, se sont allumées et à leurs flammes ont mesuré la longueur inouïe de la colonne humaine qui serpentait vers Bakongo et le centre de la ville. Il y avait des arrêts pour changer l'équipe des tireurs de cordes, chacun voulant prendre sa part de cette communion humaine qui n'a de nom, de titre que l'amour, la fraternité, le partage de vie avec respect et fierté de l'œuvre accomplie en commun. Je me trouve quelque part en Afrique à la construction de la cathédrale de Chartres de Paris et je rêve. Oui, je me prends à rêver car il y a bien là un authentique acte de foi. Mais il n'est pas celui des croyants bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge pour qui seule l'Église catholique siégeant à Rome détenait les clés de la vérité divine pour l'humanité entière. Non, il s'agissait bien ici d'un acte de foi en l'homme universel, fraternel, solidaire, dans l'esprit des rassemblements des frères de Thésée à Thésée et dans certaines capitales d'Europe dans les années 1990, voire 2000. Un grand privilège de vivre une telle expérience. Vous voyez, je voulais, à travers ce livre, des jeunes qui ne connaissent pas toutes ces histoires, les Africains eux-mêmes qui ne connaissent même pas comment on vivait en fraternité avant qu'être aujourd'hui plus ou moins des ennemis. Vous allez au Congo aujourd'hui, les Blancs, ils nous ont bousillé la vie. Vous allez... c'est comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dangereux pour un Blanc d'aller dans des pays d'Afrique, comme c'était, alors que moi, quand j'y étais, c'était tout à fait facile. On était comme des dieux. On était les Blancs qui avaient reçu de Dieu tous les moyens de tout savoir. Mais maintenant qu'on a fait ces ouvertures complètes sans éducation, malheureusement, qui n'a pas pu suivre, il y a ce dérèglement des groupes différents qui ne s'aiment plus. Moi, j'ai été dans une Afrique adorée et j'adorais. C'était comme des enfants. Ils étaient comme les enfants de Dieu, les enfants du bon Dieu. Ils avaient confiance en tout ce qu'on leur disait. C'était quelque chose d'extraordinaire d'être patron à l'époque avec eux. D'ailleurs, ils vivaient dans la musique, dans le rythme, la musique, et la peur des éléments supérieurs. Je veux dire que j'ai connu des Blancs qui avaient fait Sciences Po, Polytechnique, qui étaient des grandes écoles françaises, qui venaient pour diriger ou les chemins de fer ou les grandes sociétés, qui tremblaient de peur et qui demandaient de rentrer à Paris devant les orages extraordinairement puissants de l'Afrique équatoriale. Si on n'est pas formé à la dure, on ne tient pas le coup. Moi, j'ai vécu 4 ans de suite sans rentrer en France, mais généralement, tous les 2 ans, ils étaient obligés de rentrer en France parce qu'ils ne tenaient pas le coup. Tant la nature est puissante là-bas. Et c'est ça que nous, à Paris, on ne se rend pas compte, ce qu'un enfant noir
a en lui de résistance aux puissances célestes, aux puissances. Et c'est pour ça que quand ils dansent, ils ont une énergie telle que nous, on ne peut pas les suivre. Ils ont une force vitale que nous n'avons pas, qu'aucun de nous, les Blancs, n'avons. Et c'est très impressionnant. C'est une leçon de vie qui m'a énormément appris. Voilà, donc j'étais en Afrique, j'étais ensuite, j'ai passé l'heure, je ne sais pas. Je peux continuer rapidement ce que j'ai fait. Hein, après ça, je suis parti. Comment ils vont rien découvrir dans le livre? Oui, non, je leur dis, tu ne lis pas le livre, je ne lis plus. Je voulais lire quand même les choses de Charlier, qui m'ont formé. Ensuite, je suis parti, et quand je suis rentré, mon frère est parti à la guerre d'Algérie. Et quand il est rentré de la guerre d'Algérie, j'ai demandé à ma mère, il faut que je vienne, j'aille en Israël, je veux savoir ce que c'est Israël. Je suis parti en Israël, et c'est là que j'ai rencontré André Chouraki, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a été mon guide en Israël pour... D'abord, j'avais rencontré un ambassadeur israélien à Paris, Walter Ethan, avec qui je m'étais lié d'amitié, ce qui m'a permis de venir en Israël en pleine guerre de Suez. Et donc j'ai vu Israël à l'époque où la France a aidé Israël à la guerre de Suez, et ça m'a donné envie de revenir, et je suis revenu en Israël pour m'y installer. Et donc j'ai suivi les cours d'hébreu pour apprendre l'hébreu, et je suis eu la chance inouïe qu'à cette époque-là, Ben Gurion a décidé de créer le premier kibbutz dans le Negev. Il y avait un kibbutz à En-Gedi, mais ce n'était pas le vrai Negev. C'était au pied de la mer Morte. Tandis que là, c'était dans le Negev, il n'y avait absolument rien entre la mer Morte et Eilat. Et donc, j'ai participé à la création du premier kibbutz dans le Negev, Yotvata, et j'ai eu une chance inouïe d'être le seul Français dans ce kibbutz à participer à ça. Et ce qui m'a permis en même temps de connaître, puisque j'avais la casquette protestant français, je pouvais avoir un permis pour aller à Petra, j'ai pu aller à Petra, j'ai pu visiter la Jordanie, et c'est une aventure qui est dans le livre où je me fais passer pour un ami du roi Hussein, et où ce qui me permet de faire des choses qu'aucun Israélien ni aucun Français n'a pu faire. Et donc j'ai été lié très étroitement au développement d'Israël, parce que à ce moment-là, j'étais venu avec ma voiture en Israël, la première Peugeot en Israël, ce qui fait qu'elle a servi à transporter, je pense, Coty, j'imagine si c'est pas Coty, un des premiers présidents qui est allé en Israël et est rentré dans ma voiture, parce que c'était la seule voiture Peugeot en Israël à l'époque. Et j'ai un moment où Ben Gurion avait des problèmes avec les religieux, il a voulu créer un kibbutz non religieux, mais différent des mouvements Mapai et Mapam, très communistes ou très normaux du gouvernement. Et il se trouve que j'ai trouvé une équipe de garçons complètement hors du circuit normal, mais qui étaient des intellectuels, et qui ont été ravis. J'ai réussi à orienter Ben Gurion sur eux, et Ben Gurion leur a donné un kibbutz qui n'était ni Mapam ni Mapai, ni religieux, et qui était un kibbutz orienté sur Gandhi, sur les Indes, sur le bouddhisme, tout ça. Je les ai formés à tout ça, ce qui fait qu'ils ont été les premiers Israéliens à recevoir les premiers juifs indiens, les premiers juifs japonais, les premiers juifs, etc. Et ça a été une ouverture d'esprit pour Israël. Ça a ouvert la porte à une ouverture mondiale. Et ça a modifié un peu le comportement du gouvernement israélien vis-à-vis des autres religions. Ça a été très important, en même temps que Vatican travaillait à faire Vatican II. Tout ça, ça s'est suivi en même temps, ce qui fait qu'il y a eu une sorte de révolution religieuse, des autorités religieuses en Israël, et catholiques au Vatican. Et donc, j'ai eu la joie de participer à tout ça.
Et puis, il se trouve qu'un frère a décidé d'être médecin, celui qui a souffert à la guerre d'Algérie. Il m'a dit, si tu ne rentres pas, j'abandonne la médecine. Et je suis rentré pour qu'il me reste en médecine. J'ai quitté Israël et j'ai travaillé pour l'abbé Pierre à créer une maison en papier. Donc j'ai créé une maison en carton pour l'abbé Pierre et pour les prêtres ouvriers à Limoges, dans le pays des cartons. Et on a volé les gens avec qui je travaillais ont volé mes brevets. Et donc j'ai abandonné le combat. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Glasberg, une personnalité extraordinaire qui a créé le COS, qui est un prêtre juif converti d'Ukraine et qui a créé une organisation de sauvetage des handicapés et des personnes âgées considérable, qui a plus de 40 maisons en France et dont le centre est à Paris, qui s'appelle le COS, Centre d'orientation sociale. Et j'étais son secrétaire particulier pendant près d'1 an. Et c'est un homme qui est la fierté de la France parce qu'il était tellement français qu'il a sauvé des centaines de juifs pendant la guerre. Et non content d'avoir sauvé des centaines de juifs, il est parti avec un Israélien extraordinaire. Ils ont changé leur nom et il est parti en Irak pour sauver les juifs d'Irak. Et après en avoir sauvé 1200 au premier coup, il a créé un pont aérien grâce au gouvernement français en faisant des faux visas. Et il a sauvé 120 000 juifs. La majorité des juifs d'Irak ont été sauvés par l'abbé Glasberg, par un pont aérien entre l'Irak, passant par Téhéran et direction Israël. Et donc cet homme a été ensuite essayé de sauver ceux qui étaient en danger en Chili, ceux qui étaient en danger au Cameroun. Il a fait des voyages nombreux. Et voilà. Et moi, grâce à lui, un jour, il me dit, il faut que je te montre mes maisons. Je t'emmène en voiture, tu m'emmènes en voiture. Il m'a fait visiter ses maisons et après il m'a dit, maintenant je veux voir tes parents parce que je ne te connais pas et tu ne vas pas rester toute ta vie avec moi, je veux voir tes parents. Je l'ai amené chez mon père. Mon père, à Saint-Roch, dans le Tarn-et-Garonne, lui a dit, en tête-à-tête le soir, le seul soir où je suis arrivé avec lui, chez mon père, dans le château de famille, il a dit à l'abbé Glasberg, je suis seul, j'ai 4 garçons, il n'y en a pas un qui va prendre le château de Montbrison qui est en vente de l'autre côté du ruisseau. Je suis désespéré. Et le lendemain, l'abbé Glasberg, que j'ai emmené voir ma mère, à Arcachon, il me dit, Christian, tu ne peux pas laisser ton père seul, la propriété de famille mère de la branche aînée est à vendre, tu vas l'acheter, tu vas aider ton père. Et grâce à l'abbé Glasberg, j'ai décidé d'emprunter pour acheter la maison de la famille. Et je me suis trouvé propriétaire du château de Montbrison, en face de mon père. J'étais dans le château de la branche aînée, et mon père était dans le château de la branche cadette dont je suis. Et on se faisait comme ça, presque pour rigoler. Et il m'a, il était une personnalité du Tarn-et-Garonne, il m'a dit, tu n'y connais rien en agriculture, tu fais ce que je te dis de faire, et tu prends mon chef de culture. Ce que j'ai fait pendant 1 an, mais au bout d'1 an, j'ai eu marre d'être sous la coupe de mon père, et j'ai décidé de faire, j'ai découvert l'agriculture biologique. Et donc je me suis mis parmi les pionniers de l'agriculture biologique en France, et j'étais le créateur, avec les 10 premiers créateurs de l'agriculture biologique en France. Si vous avez assisté quelquefois à Nature et Progrès, c'était l'association Nature et Progrès qui a sauvé l'agriculture française en France et qui fait tous les ans à la porte de Vincennes. Ils ont l'exposition
Et donc, moi j'étais un des créateurs de Nature et Progrès, j'étais responsable national pour l'élevage bovin. J'ai créé l'élevage bovin blonde d'Aquitaine. J'ai participé à la création de la race blonde d'Aquitaine, dont j'ai été le vice-président et le champion avec mon taureau que vous voyez dans le livre en images. Voilà la fin de cette vie qui n'a pas été terminée comme ça, parce que on n'avait plus le droit d'être délégué à l'exportation blonde d'Aquitaine si on n'était pas éleveur, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à voyager, puisque avec mon expérience d'éleveur à travers toute l'Afrique, l'Amérique du Sud, j'ai découvert les races bovines américaines du Sud qui viennent des Indes et dont les experts des pays comme le Bangladesh, comme l'Indonésie, ont fait appel à moi. Et qui a fait appel à moi? Un groupe de Français il m'a fallu 3 ans, qui m'a embauché à prix d'or pour créer au Bangladesh, sauver le Bangladesh de la misère de l'élevage. Et donc je suis parti au Bangladesh dans un groupe du Qatar, un groupe qui habitait, pas le Qatar, mais qui habitait quel est le pays où on est, le Koweït, un groupe du Koweït français qui habite au Koweït et qui m'a embauché. Et donc je me suis trouvé tout frais payé, jamais reçu autant d'argent, voyage payé, nourriture, logement payé, à développer l'élevage pour le Bangladesh. Et donc, du Bangladesh, j'étais tout près de la Chine. Ils m'ont donné 15 jours de vacances. J'ai sauté dans un avion, je suis parti en Chine. Et en Chine, j'ai découvert la Chine. Et en Chine, j'ai eu la chance d'avoir rencontré un ministre chinois à Agen, que j'avais reçu au moment de la blonde d'Aquitaine, qui m'a aimé comme un ami très proche, et qui était l'ami intime de Deng Xiaoping. Donc d'un seul coup, je me suis trouvé responsable de l'avenir de la France sur la Chine pour l'élevage, et donc en liaison avec les plus grands responsables chinois de l'élevage. Donc je pouvais tout faire. Malheureusement, le gouvernement français, je m'étais moqué de lui à Paris, et ils ont interdit officiellement que les Chinois aient le moindre rapport avec moi dans l'élevage blonde d'Aquitaine. Donc tout mon travail a été annihilé, mais j'ai pu avoir quand même des relations industrielles avec les Chinois qui m'ont donné des documents pour pouvoir développer des technologies fantastiques de la Chine pour les pays africains. Muni de tout ça, je suis allé voir le gouvernement français, mais le gouvernement français a déchiré tous mes accords parce que ça détruisait la puissance de Alstom, et donc je luttais contre le gouvernement français en essayant de développer l'industrie chinoise. Et donc j'étais un enfant de cœur dans la politique internationale. C'est là ce que j'ai appris, c'est que, bon, sans avoir fait les écoles, les grandes écoles, sans avoir fait des écoles qui vous devenez ambassadeur, je travaillais comme un ambassadeur, j'avais les contacts avec les ambassadeurs, mais je ne pouvais pas agir puisque je travaillais sur des bases qui n'étaient pas le développement des technologies nouvelles. Donc j'ai compris qu'il fallait faire autre chose, et il s'est trouvé que je suis rentré dans la chose la plus merveilleuse qui était la vente du vin français, la découverte des vins français. Et donc j'ai fini ma vie, après avoir mis de l'eau dans ma vie, puisque j'étais expert pour le traitement de l'eau, et j'ai mis du vin dans mon eau, et je suis devenu représentant des grandes maisons de Bordeaux et de Bourgogne en vin, ce qui m'a fait connaître tous les grands restaurants de Paris, et voilà. Et c'est comme ça que je terminerai ma soirée avec vous. Ce que je pourrais seulement, si vous voulez, si vous voulez bien, que je vous termine par
mon épilogue, juste, je vais vous lire mon épilogue. Oui, c'est vrai, je le dis, je le sais pour avoir vécu plus de 10 ans de ma vie à la terre, de la terre que j'ai profondément aimée. Mais c'est aussi vrai en ce qui me concerne la mer. Je le dis, je le sais, pour avoir vécu plus de 3 ans de ma vie à la mer et de la mer que j'ai profondément aimée. La terre, j'ai pu l'acheter, j'ai pu la prendre, la travailler, la transformer à mon gré, contre vents et marées, apprendre à connaître ses résistances, arriver à découvrir et ses besoins et ses secrets, afin petit à petit de parvenir à l'épouser et qu'elle me donne à profusion plus que je ne le pouvais espérer, ses fruits. Et plus j'en apprenais d'elle, que j'écoutais vivre, et plus elle me parlait par ses fruits qu'ensemble nous produisions, dont je vivais. Et plus j'avais confiance en moi, et mieux je me connaissais par la qualité de l'œuvre accomplie. Je me savais, je me sentais marcher droit. J'ai mis en exergue dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry, la terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. La mer, elle, ne s'achète pas, elle se laisse prendre ou pas. Et quand elle se laisse, c'est elle qui vous prend. Ce n'est pas la peine de résister. Avec elle, jamais on ne sait où l'on va. Tout simplement, on va. Et c'est là qu'on découvre combien petit l'on est. Et quel orgueil d'avoir osé aller bâtir sa vie sur ce rien de solide, sur ce qui sans cesse bouge, qui sans frémir passe du calme plat à la tempête. Je vous remercie de m'avoir écouté dans des affaires très décousues, mais où vous avez vu que j'ai fait tellement de choses, c'est difficile de savoir par où commencer, par où finir. J'ai fait trop de choses. Mais à lire, vous allez bien vous amuser. Et je pense que surtout, c'est un livre pour donner aux jeunes, aux enfants, pour leur donner du courage. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, j'ai traversé tous ces bouleversements. J'ai traversé tous ces bouleversements et c'est à me voir, à lire mon livre, à savoir que je l'ai écrit récemment, à voir que je parle, que je suis encore vivant, ça leur donnera, je pense, ça devrait leur donner courage de croire que ça vaut la peine d'entreprendre et de croire, mais pas d'entreprendre pour faire de l'argent. C'est surtout ça qui est la catastrophe de notre éducation d'aujourd'hui, c'est qu'on ne dit pas aux enfants dans les écoles: vous n'apprenez pas pour faire de l'argent, vous apprenez pour vous connaître. Voilà. Merci à ceux qui ont pris le livre. Je vous remercie et merci madame d'avoir organisé cette soirée d'entretien. Enfin, ceux qui veulent manger une petite croûte avec moi, je veux bien. On va manger une croûte ensemble. Une question. Quelles sont vos questions? Ah oui, oui, venez. Une petite question, là. Enfin, j'ai plusieurs questions après. Oui, posez des questions. De ce que vous avez dit, j'ai dû faire questionner. Un sac en plastique. C'est bon. Tu le demandes pour Gilles et Yvonne. Oui. S'il te plaît. Merci. Ben écoutez, on va voir. Combien de personnes veulent rester avec nous? Merci Philippe, c'est gentil. Tu peux rester manger ou pas? Tu peux rester venu ou pas? Oui, tu peux rester. Moi, je vais rester. Ouais. On va rester, nous. Vous allez rester dîner avec nous? Tiens, je vais pisser d'abord. Rester dîner avec monsieur, vous restez dîner avec nous? J'ai déjà un peu, non, je ne vais pas dîner, si ça lui fait longtemps. Je reste dîner avec Oui, d'accord. je comprends. Que je récupère mon En tout cas, j'espère qu'on se reverra. Je vais discrètement communiquer. Oui.